Bonjour, bienvenue Michel. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu es à la tête d'une entreprise où il y a sûrement beaucoup à faire. Je me posais un petit peu la question, qu'est-ce qui fait que tu as accepté cette interview aujourd'hui, Michel? Parce qu'un ami m'a dit te recevoir parce que tu fais de super boulot, donc j'écoute toujours mes amis. Génial, tu es un bon copain alors. Bon, nos auditeurs sont un petit peu comme tes clients, ils aiment savoir à qui on a affaire. Avant d'aller un petit peu plus loin, nous on a préparé un petit son qu'on va te faire écouter qui te fait un peu le portrait de French Dessert. Tu nous diras si on s'est trompé ou pas. Je te laisse écouter et après on revient dessus, ok? Ok. Allez. À l'origine créée en avril 84, French Dessert est une PME qui a bien grandi, spécialiste des pâtisseries industrielles haut de gamme. Elle a pris un tournant sous l'impulsion de notre invité Michel Bernardin, arrivé à sa tête en 2014. Son leitmotiv, faire son métier avec passion pour réconcilier industrie avec authenticité. Sa force, sa capacité à se réinventer et à surmonter les obstacles pour faire prospérer son savoir et son entreprise malgré les crises. Parmi ses clients, un certain Disneyland Paris. En 2025, French Dessert, c'est 42 collaborateurs, plus de 6 millions de chiffres d'affaires, des gaufres, des crêpes au Nutella, des babas, des muffins, des madeleines à n'en plus finir. Il faut dire que Michel, tu as un sacré appétit avec en ligne de mire le marché européen. Sacré défi pour cette PME charentaise qui n'a pas froid aux yeux. Alors Michel, du coup, est-ce que j'ai vu juste? Incroyable. Mais juste avec 2-3 petites corrections à apporter, si tu permets. Mais bien sûr, bien sûr. Crêpes Nutella, on n'en fait plus. D'accord. On a reçu un beau courrier comme quoi on était très bien avec Nutella, mais ils ont décidé de construire leurs propres usines. D'accord. Donc on ne fait plus. Et j'ai bien aimé que, à un moment, tu es donc le pâtissier gourmand. Je représente le pâtissier gourmand. Bah justement, quand tu me dis que tu représentes le pâtissier gourmand, on a vu justement ce que c'était French Dessert. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Un peu comment t'en es arrivé à la pâtisserie, est-ce que ça a été un métier que tu as toujours fait? Raconte-nous un petit peu ton parcours. C'est un métier que j'ai toujours fait. Mes parents étaient dans un commerce plutôt dans la charcuterie, parce que je viens de côté Clermont-Ferrand, dans la charcuterie. Et déjà, à partir de 12 ans, j'allais faire les pâtes à brioche, faire les pâtes brisées dans l'atelier de mon père. Donc j'ai toujours aimé ça. J'avais une autre passion, c'était l'armée de l'air. D'accord. Donc j'ai passé un concours quand j'étais jeune pour rentrer à Saint-Cyr, que j'ai raté, de 2 points. Bon, et bah du coup j'ai fait pâtissier parce que ça me plaisait aussi. Et en plus ça tombait bien parce que j'avais une mauvaise vue. Ce que j'allais dire, les lunettes, ça lui est un petit peu... Ouais, mais j'avais raté le concours quand même. Et je voulais faire pâtissier. Alors par contre, CAP, je voulais pousser au bout toutes mes études sur pâtisserie. Je voulais pas avoir de magasin parce que j'ai vu que ça ne m'intéressait pas. Ce que j'aime, c'est créer. Donc c'est pour ça qu'après mes fins d'études de pâtisserie, chocolatier, glacier, confiseur, j'ai repris l'école pour faire une école d'ingénieur à Massy-Palaiseau avec une spécialisation céréalière. À la sortie de l'école, du coup, alors, comment ça se passe? Tu pars, tu t'es resté sur Clermont-Ferrand? Donc je suis resté sur Clermont-Ferrand, j'ai été CAP classique. Après je cobre maîtrise avec différents patrons sur Clermont-Ferrand. Ensuite, là, j'ai tout arrêté, cette partie RZA, je suis parti à Massy faire mon école. Là après Massy, mon premier job était à Charolles, dans le 71. D'accord. Et je suis premier à avoir fait de la sérigraphie sur biscuits. En industrie. De la sérigraphie sur biscuits, c'est-à-dire que tu dessinais sur les biscuits? On faisait comme des sérigraphies sur... En fait, j'avais eu l'idée, en regardant comment ils faisaient des casques de VTT. Et j'avais vu comment étaient les motifs sur les plaques de plastique pour faire les casques. Et je me suis dit, on pourrait faire pareil sur des biscuits. Et c'est ce que j'ai démarré. Donc je suis resté 4 ans à Charolles. Ensuite, je suis parti, c'est là où j'ai découvert la région, puisque j'ai travaillé à Brantôme pendant 6 ans. D'accord, ouais, dans le Périgord. Et j'ai découvert cette région que j'ai adorée. Entre deux, comme tout Auvergnat, on monte à la capitale. Donc je suis monté à la capitale pendant une quinzaine d'années. D'accord. T'as fait quoi à la capitale? T'as bossé dans quoi? Donc j'étais une entreprise qui s'appelle Coup de Patte. Je suis rentré comme responsable R&D. Ensuite, au fil des années, je suis passé directeur produit. Et j'ai fini directeur général de Coup de Patte France. Et j'étais aussi sur ma responsabilité toute la R&D pour l'Europe et l'Asie-Pacifique. D'accord, donc c'était quand même une belle entreprise. C'était une entreprise de combien de personnes à peu près? C'était sur la France 900 salariés. Et sur... je crois qu'il y avait 15 000 salariés, le groupe entier. C'était un groupe... Ouais, donc une belle boîte. Très belle boîte. Très très belle boîte.
Et donc, comment ça se passe, hein, comment tu arrives donc de cette boîte en 2014 à te retrouver à reprendre French Dessert? Bah, en fait, c'est simple, c'est une très belle boîte avec les hommes qui l'ont créée. Ces hommes où j'ai été pris de passion par ces hommes-là, c'est vraiment des hommes extraordinaires. Et avec eux, après, ça s'est très bien passé. Après, le groupe a été vendu à un fonds d'investissement suisse. Bien, mais c'est de la culture boursière, c'est pas la mienne. Ouais, tu as eu l'impression que l'entreprise perdait un peu son ADN? Moi, j'aime les produits et j'aime les gens. Donc, vraiment, les tableaux Excel, j'aime bien ça, mais petite dose. Et donc, du coup, tu es à Paris. Et comment, Paris, Angoulême, comment ça se passe? Bah, avec mon poste, j'avais à peu près 150 entreprises qui travaillaient pour nous, et j'avais fait un petit peu le tour. Et j'avais rencontré le créateur d'Arpagel, qui était l'historique en 1984, qui était Monsieur Vasquez. Et j'étais venu le voir, et quand j'ai vu des femmes extraordinaires travailler, faire des crêpes à la poêle Tefal. Parce que tu m'as raconté tout à l'heure, ouais, donc en fait, on n'était pas du tout à une époque où c'était industrialisé, quoi. Donc en fait, on faisait encore les crêpes, enfin, d'une manière industrielle, mais j'ai envie de dire manuellement. Manuel. Donc c'était au lieu d'avoir des petits saladiers, c'était un gros pétrin. C'est de la soie chaudée, sinon les poêles, c'était les mêmes qui étaient achetés dans les supermarchés locaux. Hein. C'était des poêles Ouais, et tu Tefal. me disais, elles en avaient 6 par personne. 6 par personne, et les filles, c'était souvent des filles, puisque les hommes n'arrivaient pas à faire ça, pas assez patients. Et pour ça, j'étais très admiratif de ces dames. Elles faisaient 400 crêpes en 1 heure. Ouais. 400 crêpes en 1 heure. Assez extraordinaire, ouais. Cuit des deux côtés. Alors c'est ce qui m'intéressait aussi, puisque c'était pas le produit bretonnant. La crêpe, on s'est mis toujours à la Bretagne. Et là, c'était une crêpe que n'importe quel papa, maman, grand frère fait pour. Un peu la crêpe qu'on fait chez soi, en fait. Exactement, c'est ce qui me plaisait dans ce produit-là. Ouais. Et donc, à l'époque, c'est que toi, dans ton entreprise, tu leur achetais des crêpes et c'est comme ça que tu as découvert l'entreprise, en fait? Alors on l'achetait pas, mais j'avais vu l'entreprise. D'accord, ok, t'es pas remis. Et comment ça se passe, cette idée de reprise, en fait? Qu'est-ce qui fait? Parce que t'es à Paris, ça te plaît moyen la reprise par le fond. Oui, puis Paris, ça commençait à me Paris, plaire. t'en avais marre, ok. Et donc tu te dis, bah tiens, je vais racheter cette boîte sur Angoulême. Je regarde un petit peu les entreprises, je regarde sur ma région, qui est l'Auvergne. On est plutôt spécialisé soit dans la charcuterie ou les pneumatiques. Et je trouve que dans la pâtisserie, il n'y a pas grand-chose. Et ici, il y avait cette entreprise qui était, entre guillemets, dans mes moyens financiers, accompagné de personnes. C'est pour ça que je me retrouve à Angoulême. D'accord. T'avais des associés quand tu reprends à l'époque? Oui, j'ai mes 2 anciens employeurs qui m'ont prêté de l'argent. Ouais. D'accord. Ils sont toujours associés? Ils sont toujours associés. Quand tu reprends French Dessert en 2014, ça ressemble à quoi, French Dessert à l'époque? Il y a combien de salariés? 8 salariés. Ouais. 8 salariés, une clientèle très GMS locale. Très très GMS. T'as déjà cette idée au moment de la reprise de ce que ça va devenir ou pas du tout? Tu t'es fait emporter au fur et à mesure du temps? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que quand tu reprends French Dessert, est-ce que t'as déjà cette idée d'en faire l'entreprise que c'est un petit peu aujourd'hui? Alors j'avais déjà j'avais l'ambition de le faire. Par contre, donc évidemment, j'avais fait mon plan à 3 ans, toutes les bonnes choses qu'on apprend dans les groupes. J'avais fait un PowerPoint de mes idées, je présente ça à mes salariés et ils n'avaient jamais vu un PowerPoint de leur vie, donc ça fait pas plus peur, quoi. Mes idées, où je voulais arriver. Mais non, je pensais pas ça du tout, non. Tu t'es senti à ce moment-là un peu cette âme d'entrepreneur? Comment ça s'est passé un peu cette transition, j'ai envie de dire salarié-entrepreneur? Enfin, ça a été facile? Ça a été facile parce que tu étais peut-être accompagné? Enfin, comment Alors tu je l'as te pas dit ressenti? facile, non, puisqu'en fait dans un groupe, on a beaucoup de services. Les services RH, les services support, les services comptables. Dans une PME, quand on démarre, on fait tout soi-même. Donc non, pas facile. Et puis quand on est dans un groupe, on a l'habitude d'aller vite. Là, ça ralentit, ça ralentit énormément. Donc on revoit ses plans en 3 ans. En plus, l'entreprise n'était pas en bonne santé financière. Mais Quand tu reprends, ouais, c'est pas en bonne santé? non, c'est pas en bonne santé du tout. C'est pas loin de péricliter, l'entreprise. D'accord, ok. Donc il faut revoir le rire. La première chose que j'ai fait, c'est un concours. Un concours, c'était les saveurs de l'année sur les crêpes. Et les filles qui savaient très bien faire les crêpes, je leur ai fait refaire 22 fois les crêpes.
D'accord. parce que je voulais monter l'excellence. Oui, tu avais besoin un peu de montrer que cette entreprise avait un savoir-faire. J'avais besoin en interne, d'apprendre le niveau de qualité que je souhaitais. Et avant, c'était comme ça. En gros, je m'en fous comment c'était avant. Ouais. Maintenant, c'est comme ça. Voilà le niveau de qualité que je veux obtenir. Et en externe, il y avait besoin aussi de changer de nom à cette époque-là. L'entreprise avait un nom où ça ne passait pas. Et il fallait changer tout, la vision interne et externe. D'accord. Donc là, tu changes de nom, ça devient French Dessert, et tu passes ce concours pour montrer un peu cette capacité, Et il se trouve qu'on gagne. ce savoir-faire. On gagne le concours. Et une des collaboratrices de l'époque, qui est partie à la retraite, qui s'appelait Suzanne, c'était génial, parce qu'on gagne le concours. Je lui dis, maintenant, Suzanne, le prix, c'est toi qui vas le chercher. Hein. Donc c'est à Paris, aux Folies Bergères. Et c'était marrant parce que c'était les questions, les inquiétudes, il fallait que j'aille chez le coiffeur, c'était génial. C'était génial. Et vraiment, c'était un très bon moment. Hein. Et alors, tu reprends French Dessert, donc on est encore, j'ai envie de dire, dans un contexte très manuel, c'est-à-dire c'est des personnes qui font les crêpes, tout ça. Il y a combien de produits un peu à ce moment-là? Il y a crêpes, Crêpes, beignets et jésuites, il y en a 3. et tu m'as dit jésuites. Jésuites, ouais. Mais tout fait à la main. Tout fait à la main. Et alors, comment t'es passé de c'est fait à la main à ça devient un peu industrialisé? Alors moi, justement, j'aime bien le terme artisiel. Je me définis comme un artisan avec des méthodes industrielles. Génial. Et alors, en cas pratique, comment ça se En fait, passe? pratique, on fait toujours les crêpes de la même façon, au pétrin, un gros saladier, sauf que c'est la façon de cuire qui a changé. Donc là, il a fallu beaucoup réfléchir, puisqu'en plus, en 2016, le marché a changé. Tefal, les poêles Tefal étaient en diamètre 22, et ils sont passés à des crêpes beaucoup plus larges, diamètre 28. Donc les poêles beaucoup plus lourdes, donc les poignées, les TMS, il fallait arrêter tout ça. Et là, je commence à développer un autre marché qui est l'hôtellerie. Et sur le buffet de l'hôtellerie, c'est des crêpes diabète 10. Et évidemment, la diabète 10, ça fait un peu dinette sur des gaz. Donc il fallait trouver un système. Et là, on a trouvé un système. Ça marche un petit peu comme un petit diaphragme d'appareil photo. Là, ça te parle. Donc en gros, on change sur un ordinateur, on change le diamètre de diaphragme, entre guillemets, qu'on veut de crêpes. Et on sait faire aujourd'hui des crêpes de diamètre 4 jusqu'à 34 en automatique. D'accord. Ça, le diamètre se change en automatique. Est-ce que tu rajoutes à ce moment-là des produits aussi, ou tu restes toujours sur tes 3 produits? Ah non, je développe. En fait, je reste dans cette famille. French Dessert, l'idée de French Dessert, c'est où j'étais avant, était un groupe donc suisse-irlandais. Et je vois beaucoup en France vendre des produits anglo-saxons. Des muffins, des cupcakes, des cookies, des brownies. Très bons produits, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis, bonsoir, on prend un sablé breton, on met des crèmeries, des pépites de chocolat, ça fait un French cookie. Du coup, tu as fait le French cookie. Du coup, il faut le cookie. À un moment, l'idée, c'est de prendre On a quand même la chance d'être un pays merveilleux, la France, avec des patrimoine. Mais je prends l'exemple le plus flagrant, c'est un mocha. Tout le monde dit que le mocha, c'est has-been, c'est trop gras, il y a trop de beurre, patati patala, enfin bref. On fait des cupcakes, c'est exactement pareil. C'est du biscuit et de la crème au beurre. Sauf que cupcake, c'est tendance, et un mocha, c'est has-been. C'est assez paradoxal quand même. Donc moi, C'est le concept marketing. ouais, c'est marketing qui se fait, ça peut être. Donc en gros, c'est prendre des pâtisseries patriotes. Par contre, j'ai pas de tabou. Un gâteau basque, qui sont normalement crème pâtissière ou cerise. Moi, c'est au faut en faire au yuzu, gingembre. Oui, t'explores aussi d'autres saveurs. C'est de prendre la pâtisserie de patrimoine, la faire le plus fidèle possible au classique, mais par contre, pas se priver de développer avec les multicultures qu'on peut s'apporter aujourd'hui. Alors justement, c'est marrant parce que tu me dis que t'es artisiel. Est-ce que t'as eu un peu de critique peut-être du monde artisanat justement qui t'ont dit bah non, c'est pas de l'artisanat, c'est pas des vraies crêpes. T'as eu ça un petit peu? Au début, même certains. Par contre, mon entreprise est ouverte. Et ils ont vu que la pâte à crêpes, je la fais, je la laisse reposer. On a fait pâte à crêpes, des œufs, de la farine. Oui, ça reste les mêmes ingrédients, ça reste la même façon de faire. Sauf qu'aujourd'hui, on a fait... et je cuis des deux côtés, comme on fait à la poêle, parce qu'on le retournait.
Alors que quand on va dans une crêperie bretonne, on cuit sur une seule face. On met des grains à l'intérieur. Alors moi, j'ai cuit comme on faisait la poêle. C'est juste le système qu'on a réfléchi pour retourner la crêpe. D'accord. Mais les ingrédients sont classiques comme à la maison. À cette époque-là, si je me souviens bien, que je dise pas de bêtises, l'industrie agroalimentaire souffre un peu d'une mauvaise presse, non? Tu sais, il y avait eu l'histoire des lasagnes là, non? Tu te rappelles de ça? Bien sûr, ouais. Quelle horreur. Ça avait marqué un peu, toi, ça a joué, enfin, je veux dire, au niveau toi de l'entreprise, il y a eu un écho. Déjà de ma culture, moi, c'est insupportable. Alors, je rappelle, hein, l'histoire des lasagnes, c'était des lasagnes à langue de cheval, c'était pas précisé, tout le monde savait pas. Enfin, il y avait eu beaucoup d'obscurantisme sur la fabrication et ça avait fait énormément de bruit au niveau médiatique en France particulièrement. Mais c'est normal, ça fait du Donc, bruit. C'est juste abject, quoi. C'est pas possible de faire ça. Moi, j'ai aujourd'hui la pâtisserie. Pour moi, c'est un plaisir. Et c'est pas forcément le prix parce que finalement, quand on achète, on peut dire une crêpe, par exemple, dans une crêperie ou dans une fête foraine, n'importe, on peut être 3 €. Ça fait cher la crêpe. On peut dire ça fait cher. Mais à un moment, quand on l'a mangé, c'est bon. C'est rassurant. Il n'y a pas de problème. Faut juste pas tricher, quoi. Faut se mettre de bonne Je matière. pense, Michel, qu'à la fin de cette interview, j'aurai faim, c'est sûr. C'est sûr. Alors, je reviens un petit peu sur la reprise de l'entreprise. Tu reprends donc ce que tu appelleras French Dessert en 2014. Est-ce qu'au début, tu as eu des gros coups durs, des choses? Parce que c'est vrai que souvent, on parle de aujourd'hui, il y a beaucoup de création de sociétés. Il y a de moins en moins de reprises. Toi, à l'époque, tu reprends une société qui existe depuis 84. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles au début que tu pourrais peut-être expliquer à nos auditeurs pour éviter ce genre de situation? Alors, une chose qu'il ne faut pas faire, que j'ai fait moi, c'est racheter une entreprise qui perd de l'argent. Si j'ai un conseil à donner, l'entreprise perdait d'argent, peut-être pour ça que je l'ai acheté un peu moins cher, mais en fait, on passe son temps déjà à comprendre pourquoi et à remotiver le personnel parce que finalement, ils voient qu'au fil des années, il leur manque il leur manque 3. T'as eu beaucoup de départs au début? Non, avant, puisque l'entreprise avait beaucoup plus de salariés que. Ah oui, donc en fait, avant, il y avait eu beaucoup de salariés et au fur et à mesure du temps... Et pour remotiver ces gens quand c'est prise qui est en régression, c'est très compliqué, ouais. Pour leur redonner confiance en eux, déjà. Redonner confiance dans l'entreprise. Le concours a aidé à ça, justement, à redonner confiance en eux? Qu'ils étaient capables de gagner des concours? Oui, c'était important et surtout d'avoir une cohésion. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une cohésion et l'envie de faire quelque chose de bien, d'être fier de ce qu'on fabrique. Ça, pour moi, c'est important. Les gens, enfin, encore une fois, on fait des gâteaux. Faut que celui qui fabrique, il soit fier presque d'en emmener pour sa famille. Et ça veut dire qu'il est fier de ce qu'il a fabriqué. Enfin, pour moi, c'est vachement important. Les gens avaient le droit, justement, tu dis ça, les gens, ils avaient le droit de ramener... tes salariés avaient le droit de ramener des desserts? Toujours, oui, ils ont la possibilité de prendre bien sûr. Et donc tu me dis, voilà, il fallait les remotiver, les garder, j'ai envie de dire, actifs à la fois manuellement, mais aussi mentalement. Comment tu t'y es pris? Il y a eu un management particulier que tu as mis en place ou ça a été le concours et puis le fait aussi que tu Dans les 8 que j'avais, je me suis séparé de quelques personnes parce que le management n'était pas motivant en fait. D'accord. Donc il a fallu redonner... Mais le plus dur, c'était ça, redonner confiance aux clients, à l'équipe. Comme quoi, on peut s'en sortir. Ouais. On va tous mourir quand on va tous se retrouver au chômage, ça va être... T'as fallu combien de temps à peu près pour retrouver l'équilibre? 5 ans. 5 ans. Pendant 5 ans, t'as perdu de l'argent? En 2018, on était presque bon. On allait gagner de l'argent, puis il y a eu un événement qui s'appelle les Gilets jaunes. Et comme nos clients sont à Paris, on n'a pas livré en décembre. Donc là, ça a été très compliqué, ouais. On a toujours un petit jeu pour faire parler nos invités. Et tu connais le principe du portrait chinois? Pas du tout, mais je sens que tu veux m'expliquer. C'est très simple. En fait, je démarre une phrase et tu finis du tac au tac. Donc vraiment, faut pas que tu réfléchisses. Tu me dis tout de suite. Donc c'est parti, on va faire le portrait chinois. Ouais, Michel? On va voir. Ok. Si tu étais un objet, tu serais? Une voiture. Une marque particulière? Plutôt une voiture de course. D'accord. Si tu étais une saison? Le printemps. Une pâtisserie? Un millefeuille. Une musique? Souchon. C'est marrant, Souchon. Pourquoi? Parce que j'adore, c'est un poète et j'adore Souchon. T'as une chanson particulière de Souchon?
qui vient. Oh, tous. Je suis un fan. Hein, mais... Il y a tout de bon chez Chouchou. Ça, je l'ai pas fait exprès, ça là. Si tu avais une seule qualité, ce serait Gourmand. C'est pas une qualité. Fidèle Dans le cas présent, pour fidèle toi, en amitié. Fidèle en amitié. Un seul défaut. impulsif. Impulsif, t'es impulsif même dans le travail? Ah, il y a des choses que je supporte pas. Ça me rend fou. D'accord. Allez, on termine avec une que j'aime bien. Si tu étais un super-héros ou un personnage de série télé, ce serait qui? Je serais dans les tontons flingueurs, je pense. Ah, génial, lequel? Ah bah Lino Ventura, bien sûr. Génial. Merci Michel de t'être prêté au jeu du portrait chinois. Alors maintenant, comme promis, on va parler un petit peu de French Dessert aujourd'hui. Comme tout à l'heure on a dit, voilà, on a regardé comment t'as acquis la société, un petit peu le démarrage. Pour qu'on comprenne un petit peu French Dessert, ce que ça représente, tout à l'heure je t'avais dit de préparer un peu quelques chiffres, tu te souviens? Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un petit peu, pour qu'on comprenne l'envergure de la société, combien de pâtisseries sortent des fourneaux tous les jours par exemple? Sur toutes les lignes, à peu près 60 000 pâtisseries. Par jour? C'est énorme. Toutes confondues, hein? Toutes confondues. Ok. Et aujourd'hui, French Dessert, ça représente combien de clients au total? En tout, 150 clients. En France essentiellement? Oui. D'accord. Oui. Quelques clients en Europe? On démarre l'export. On a démarré déjà l'export, le Benelux et on démarre l'Australie. Donc tu fais des madeleines, je dis pas de bêtises. On fait quelques madeleines, mais c'est pas le gros de l'activité. C'est quoi le plus gros? Le plus gros, c'est les beignets, les crêpes, les gaufres et les cakes. Aujourd'hui, grosse activité sur les cakes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un beignet qui peut partir demain matin et se retrouver à Nice aujourd'hui. Il est fait aujourd'hui, il arrive demain matin. Comment ça se passe un petit peu en termes de livraison? On fait que du surgelé. Que du surgelé, d'accord. Donc ça part en froid. Alors j'insiste bien sur le mot surgelé, on fait pas de congelé. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que la différence? Parce que moi, premier, je suis incapable de Alors le dire. je vais faire une image, c'est qu'en fait un surgélateur c'est comme un four. Un four ça fait du chaud, on l'allume et on l'éteint. Ok, À la maison on a tous des congélateurs qui servent à stocker, d'accord. mais ça sert pas à surgeler. Le surgelé c'est une machine qui fait du froid. Et le but est d'arriver à moins 18 degrés le plus rapidement possible. Et congelé alors, c'est que... Congelé, du coup ça met très, très longtemps parce que c'est dans les bacs statiques qui sont à moins 18, moins 20, enfin peu importe, même si on met à fond. Mais ça sert pas à surgeler. D'accord, donc toi tu surgèles pour que ça arrive frais chez ton client. En fait, pour schématiser, quand à la maison, tu mets quelque chose dans ton congélateur, dans le freezer. Quand tu veux le faire décongeler, tu auras de l'eau. Oui. Tu auras de l'eau. Oui. Enfin, ce qui se passe, si je fais un schéma physique très simple, c'est qu'en gros, tu as des molécules d'eau en suspension. Et quand tu congèles doucement, ces molécules d'eau se rapprochent et ça te fait de la goutte d'eau. Ça devient la goutte d'eau. En surgélateur, ça va tellement vite, le froid, les puissances de froid, rien ne bouge. C'est un arrêt de vie, en fait. D'accord. Ça ne détériore pas, mais ça n'améliore pas. Ça ne change rien. Donc ça veut dire que par contre, quand ça arrive chez le client, j'ai pas d'eau dans le produit. T'as pas d'eau, le produit. Et comment il le remet de manière, j'ai envie de dire, température ambiante? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou... Soit ils font des congés quand le produit est cuit classiquement, D'accord. ou soit ça, des produits on fait cru, ils le font cuire également. On en a parlé un petit peu tous les deux tout à l'heure, même au début de l'épisode. Parmi tes produits phares, il y a eu la crêpe au Nutella. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Un jour, Ferrero est venu me voir, je suis ravi, je t'aurais demandé qu'est-ce qu'il foutait Angoulême d'ailleurs. Comment ils t'ont trouvé? Alors j'ai posé cette question, en fait ils avaient été voir plein de Bretons et ça n'avait pas matché. D'accord. Et ce qui leur plaisait, c'était cette crêpe, encore une fois, de famille. Donc ils m'ont demandé de travailler sur un cahier des charges avec une crêpe où imaginez, c'était une maman qui ouvrait un pot Nutella, qui mettait 3 petites cuillères de Nutella dans la crêpe, à des endroits un peu séparés, et 3 fois 10 grammes. J'ai mis 9 mois pour caler le produit. Techniquement, c'est très complexe. Ça a l'air d'être simple comme ça, mais il fallait que le chocolat ne change pas de couleur, enfin pas mal de paramètres. On a travaillé là-dessus, ça nous a aidé vraiment à réfléchir différemment. Et puis à un moment, comme c'est l'idée de travailler avec Ferrero au départ, c'était pas une volonté de ma part, parce que déjà nous on n'a pas de palme, c'était la priorité. Et c'était... D'huile de palme, tu veux dire? Oui. Ouais. Et quand on est une PME charentaise,
Quand on va voir des grands groupes de restauration, d'hôtels ou n'importe, généralement ils prennent, même si notre plaquette est très bien faite par des agences de com ou n'importe, elle est rangée généralement verticalement. D'accord. Et je m'étais dit que comment essayer de capter l'attention, pas forcément de vendre, au moins qu'on obtient un rendez-vous, que d'avoir un client comme Disneyland, d'avoir un fournisseur comme Ferrero, peut-être. Ça allait t'ouvrir des portes. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'une petite boîte à Angoulême, des gens sont intéressés à eux. Et effectivement, ça fonctionnait un petit peu. Et Ferrero a duré 1 an et demi, ça s'est bien passé, et puis après, ils ont voulu construire leur propre... Donc du coup, tu as fait des crêpes au Nutella pendant 1 an et demi. Oui. Alors tu nous as dit ça a pris 9 mois. Tu peux nous parler un peu de ce travail? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de recherche et développement dans French Dessert. Ah, c'est l'ADN de l'entreprise. Comment ça se passe un peu? Aujourd'hui dans la pâtisserie, la recherche et développement, c'est quoi? J'ai l'idée d'un produit. Qu'est-ce qui va faire que des fois ça peut être difficile justement? Parce que la pâtisserie, je pense quand j'en fais chez moi, si t'es d'accord avec moi, c'est une recette, c'est très simple. Normalement, je suis les lignes et à la fin j'ai le produit. Oui, dans l'absolu, c'est à peu près ça. Mais si on le prend par exemple, déjà, si je prends des gâteaux... On met 20 pâtissiers autour de la table, on leur demande tous 20 recettes de la forêt noire, il n'y en a pas un qui va donner la même. C'est déjà... Ensuite, nous, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est fabriquer un produit en fonction du goût du client. De sa région, de son goût, et surtout de son process de remise en œuvre. Parce que parfois, dans les brigades de cuisine, il y a 2 cuisiniers, et des fois, il y en a 20. Là, du coup, celui qui a 20, il va fabriquer l'essentiel de la recette. Celui qui a 2, on peut lui fabriquer une aide à la pâtisserie et lui qui va se l'approprier et transformer. D'accord. Donc par exemple, ça veut dire que tu peux aussi bien vendre la crêpe que la pâte à crêpes. Exact. Caricature. C'est exactement ça. C'est pas une caricature, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, t'as le droit peut-être par rapport à... Non, au je peux Nutella? expliquer pour le... Non, c'est que la pâte à tartiner, déjà, faut pas la chauffer pour abîmer le produit. D'accord. Alors qu'une pâte à tartiner, je sais pas, tu as essayé déjà, mais c'est dur comme matière, c'est très visqueux. Ah ouais, moi quand j'essaie sur les crêpes pour mes enfants, j'y arrive pas. C'est très compliqué, donc déjà, j'avais pas le droit de la chauffer, et plein de contraintes, donc il fallait trouver des astuces, pouvoir doser sans abîmer cette pâte. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, fallait que les gouttes, en gros, puissent se détacher de la crêpe, soit pas un trait, soit vraiment 3 petites cuillères qu'on puisse enlever. Et d'avoir les crêpes culées de côté, c'est très compliqué. Et comme je te dis qu'on fait de la surgélation, évidemment, il fallait que le Nutella ne se dégrade pas non plus à la surgélation. Et comme on a un produit, déjà une crêpe qui est déjà un produit gras, pour parler un peu de technique, le gras du Nutella fait ce qu'on appelle une cinérèse, et c'était très complexe à gérer. Ouais. En tant qu'entrepreneur, comment tu gères une recherche et développement dans une entreprise? Parce que j'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire pour pouvoir commercialiser le produit, mais d'un autre côté, pendant 9 mois, tu n'as pas gagné d'argent sur ce produit. T'en dépenses même. Ah oui, mais c'était un investissement. Donc tu trouves des solutions, tout ça. Donc comment tu fais pour financer ça? Alors j'ai eu des aides. D'accord. J'ai eu des aides de la région. Vraiment, les aides de la région nous a énormément aidés. La BPI. D'accord, ok. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se poser, nos auditeurs, peut-être qui sont dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça, peuvent se poser la question, parce que c'est vrai que des fois on a envie de sortir un nouveau produit, mais quand on voit l'investissement avant de trouver, avant de se dire, ok, tiens, ça y est, j'ai le produit, c'est pas toujours simple, et il faut donc pouvoir subsister, j'ai envie de dire, pendant cette période, quoi. Ah, ça c'est clair, c'est vrai que c'est la famille, en tous les cas, c'est pour ça qu'on a plusieurs familles de produits dans l'entreprise, mais la famille crêpe, pendant qu'on cherche, c'était que des dépenses, il n'y avait pas de rentrée. Hein. Et donc, naturellement, tu sais où je veux en venir, il y a eu ce gros partenariat avec Nutella, il y a aussi un autre grand nom qui était plutôt côté client ce coup-ci. Tu vois de qui je veux parler? Un petit personnage avec des grandes oreilles, peut-être. Peut-être bien, ouais. T'as eu notamment dans tes clients Disneyland, quand même. Qu'on a toujours, Dieu merci, c'est très bien. Génial. Comment ça se passe? Comment on a Disneyland en client? Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Je rachète l'entreprise donc le 28 octobre 2014. Et je vais présenter un produit parce que j'avais connaissance d'un chef. Et l'entreprise historique de son ancien nom avait essayé déjà. Donc l'entreprise était blacklistée. D'accord. Et finalement, je crois ce chef qui croit en nous. Et moi, je vais quand même aller voir l'acheteur, parce que c'est tout un procédé.
Et on a rentré un produit, on était sur surveillance et petit à petit, la confiance s'est instaurée entre les deux entreprises. Enfin, c'est plutôt eux qui nous ont fait confiance, parce qu'on est tout petits. Et petit à petit, ils nous ont impliqués dans des projets. Maintenant, ils nous envoient carrément des dossiers. Aujourd'hui, je vais à Disney, qu'est-ce que je trouve de French Dessert? Beaucoup de pâtisseries, donc on le trouve dans des produits French Dessert dans Main Suite, Ok. des produits dans les hôtels au petit déjeuner. Donc ça, c'est la partie petit déjeuner, une grosse famille chez nous. Des produits dans ce qu'on appelle l'événementiel, parce que les entreprises louent le parc aussi pour faire des séminaires. Donc dans ces 3 supports, donc il y a des beignets, il y a des brownies, il y a des cupcakes. Et à chaque fois, c'est un challenge et surtout, c'est un client qui est très difficile à travailler puisque déjà, il y a différents chefs. C'est pas le même chef qui fait les petits déjeuners, qui fait le main suite, parce qu'un produit qui se consomme en marchand n'est pas le même comme déjeuner, quand j'ai le temps, quand je m'assois. Donc c'est pas du tout les mêmes. Ça peut être le même nom, ça peut s'appeler cake ou brownies, mais c'est pas le même. Comment on se sent quand on... je crois que cette question m'intéresse autant qu'elle peut intéresser nos auditeurs. Comment on se sent quand on négocie avec des mastodontes pareils, je veux dire Nutella, Disneyland, enfin... Disneyland arrive chez toi, bonjour, j'imagine que pour négocier les prix, négocier un peu certains éléments, ça doit pas être simple quand même. Enfin, comme tu l'as dit, on est des petites entreprises par rapport à ces machines-là, donc... Ça, c'est clair. Alors, en fait, depuis le début, j'ai choisi, puisque l'entreprise était en grande difficulté financière, donc je suis avec les clients je suis à livre ouvert, en fait. Et des gens comme Disney apprécient. Ils savent les coûts, ils savent les mains d'œuvre qu'il me faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Et je suis à livre ouvert. Du coup, j'ai pas de soucis. Donc toi, tu dirais aujourd'hui, si demain on se retrouve face à des grandes entreprises, même en tant que petite entreprise, finalement, ce qui compte, c'est d'être un peu franc, quoi. De toute façon, je sais pas faire autrement, moi, déjà. C'est pour ça que j'ai du mal. Aujourd'hui, on livre pas trop les supermarchés, parce que j'ai du mal à ne pas parler produit. D'accord. Moi, il faut que ça parle produit, il faut que le respect du consommateur qui mange derrière, ça primordial. Ouais, ce que tu me disais un peu en off tout à l'heure, pour toi, c'est hyper important de se rappeler qu'il y a quelqu'un qui va déguster à un moment ce que tu as créé, quoi. C'est obligatoire. Pour moi, là, c'est pas l'achat qui est important, c'est le réachat. Quelqu'un a acheté un gâteau, il l'a trouvé bon, il va le racheter. Si un gâteau, ne serait-ce qu'1 €, s'il n'est pas bon, c'est 1 € de trop. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un justement qui, indirectement tu l'as donné au travers de la franchise, mais demain chez nos auditeurs, s'il y a quelqu'un qui a affaire à un gros client comme ça, quel conseil tu lui donnerais dans son approche, dans ce qui pourrait faire que le partenariat pourrait se créer? Voilà, c'est difficile de donner des conseils, c'est très difficile. En tous les cas, moi, ma préconisation, c'est de rester soi-même et pas perdre l'âme de l'entreprise. De ne pas changer de travail et surtout arrêter de tirer vers le bas. Parce que quand il y a des gens qui, leur spécialité, tirent le bas et après on se retrouve dégradé. Et là, on vient de faire le Syrah, où il y a le Bocuse d'Or, en fait, c'est quand même C'est un salon? C'est un salon, c'est le salon le plus important sur la gastronomie, voire mondiale. D'accord. Le Syrah. Et quand je vois l'implantation des Italiens, ça veut dire que les Français, on n'a pas fait notre boulot, quoi. Pourtant, entre guillemets, le pays de la gastronomie, c'est un peu nous quand même. En fait, on est très paradoxal. On est autant le premier pays en gastronomie, mais on est le premier PMI en malbouffe aussi. Ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait plus faire, finalement, c'est un peu ça? Si, il y a encore du savoir-faire. Si, heureusement d'ailleurs. Mais parfois, il y a des demandes de tirer. Et du coup, on arrive à des hérésies, parfois, que tu parlais tout à l'heure. Des gens pour tirer je sais pas si... Enfin, je les excuse pas, mais ils trichent, quoi. C'est insupportable. Faut pas tirer vers le bas. Quand tu me dis tirer vers le bas, c'est quoi? C'est quoi tricher sur un produit pour toi? Déjà, on doit travailler avec ce qu'on met sur les étiquettes, ça c'est la première des choses, ce qui est normal. Enfin, que certains produits... Pour toi, il y a des produits que j'achète, enfin qu'on achète, entre guillemets, où j'ai pas vraiment les vrais noms? Non, quand je vois le premier ingrédient dans certains des plats cuisinés, c'est l'eau, ça me gêne un peu, quoi. Ah oui, ok. C'est peut-être pas le premier ingrédient dans un plat cuisiné, quoi. Et tous ces produits, ces rétendeurs d'eau, parce qu'en fait, en France, on est géré par le poids. Donc moi, quand quelqu'un me demande un gâteau 50 grammes, il va faire 50 grammes. Okay. Mais dans ces 50 grammes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc des fois, il y en a qui rajoutent de l'eau pour augmenter le poids. Oui. Et donc créer une meilleure rentabilité. Et oui.
Il y a pas, aujourd'hui par rapport à ça, on n'a pas des normes, on n'a pas des obligations, enfin je veux dire, Si, l'État français est très fort pour normer beaucoup de choses et justement par rapport à ça, on n'a rien? TCT, et on est contrôlé, heureusement d'ailleurs qu'il y a ça. C'est pour ça que d'ailleurs l'État avait trouvé cette riche, heureusement. Tout à l'heure, tu disais justement, faut pas se tirer vers le bas. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments d'incertitude, de doute aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, toi? Comment tu fais pour te rebooster? Déjà, c'est mon caractère, à un moment, parce qu'il faut toujours aller, comme dit Souchon, on avance, hein. On peut pas faire la route dans l'autre sens puisqu'on n'a pas assez d'essence. Donc j'ai toujours été. C'est du Souchon et ça c'est toujours été on avance. Et toujours remonter vers le haut. On est quand même aussi le pays de la mode. Comme quoi, on a un pays qui bouge, le pays du luxe, le pays de... On a quand même un pays fabuleux, quoi. Toi, ça te booste un peu cette idée que tu fais de l'artisanat français? Oui, ouais. Pour moi, c'est important, ouais. D'utiliser des matières premières françaises, d'utiliser même régionales, pour coup, c'est très important, ouais. Ok. Même nos machines, aujourd'hui, sont fabriquées en région. C'est pas mal du tout. D'accord, ouais, même, tu veux dire au niveau de l'industrialisation du site? Là, les gaufres, les plaques de fonte sont faits par une fonderie d'Angoulême. Génial. Génial, ouais, Or que la plupart, c'est fabriqué en Belgique. Maintenant, mes plaques de fonte pour nos gaufres sont fabriquées en Belgique. C'est un coût supérieur? Est-ce que ça a été plus cher de prendre en local que d'aller prendre en Belgique, par exemple? Non, c'est... Donc ça veut dire que c'est Ça a qu'un été choix, changé finalement. d'habitude. Évidemment, les personnes que j'étais voir à la fonderie, ils faisaient pas des moules à gaufres. C'était plutôt des portails. Ouais, donc finalement, ce que tu veux dire, c'est que des fois, il faut savoir un petit peu casser les codes et aller voir à côté ce qui se fait, voir qui t'a demandé quelque chose en disant tu fais pas ça, mais est-ce que tu peux finalement le faire? Ah, ça, c'est un vrai problème français. Par exemple, il n'y a aucun Français qui fabrique des friteuses industrielles ou des friteuses de grande capacité. Aucune entreprise. Si je veux faire des frites industrielles, je suis obligé d'aller ailleurs. Ouais. D'accord. Du coup, tu me dis donc que toi, t'as parlé de Souchon encore une fois. Si je te parle de source d'inspiration, je t'avais dit tout à l'heure de préparer cette question. Sur les choses qui te rassurent, te reboostent, de sources d'inspiration, est-ce que toi, il y a un livre, une personnalité, un mantra qui a fait de toi le chef d'entreprise que tu es aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, quand j'étais enfant, j'avais pas de photos de footballeurs. J'avais des posters d'un pâtissier. C'est assez curieux. Mais... C'était qui? Yves Turiès, bien sûr. Et c'était... c'est le premier qui avait vraiment fait des livres sur la pâtisserie. Et pour moi, c'était... Moi, j'avais ces posters dans ma chambre. Ouais. D'accord. Et ça, c'est vraiment la personnalité qui t'a un peu nourri le toi d'aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Après, une autre personne qui était mon mentor, c'était mon employeur. Quand j'étais chez Coup de Patte, c'était un monsieur qui venait de tout autre niveau, puisqu'il était directeur général de Nike Europe. D'accord. Donc il est passé de directeur général de Nike à industrie agroalimentaire. Et il a acheté, il a quitté le... Bon, il avait eu toute une carrière auparavant là-dessus. Et par exemple, on était, moi qui étais patron de service R&D, on était abonné à tous les journaux de mode. D'accord. On devait faire la pâtisserie en fonction des saisons, en fonction de la mode, en fonction des couleurs. Et c'était la méthode comme Nike, sortir des nouveautés tous les 6 mois. Comment tu t'inspires aujourd'hui justement dans ta recherche personnelle pour les produits que tu vas sortir? Est-ce que tu as conservé cette habitude par rapport à la mode justement? Ouais. Et je suis curieux de tout. Je suis très curieux, naturellement. Donc je m'inspire de beaucoup de choses. Ouais. Des nouvelles techniques. Aujourd'hui, des techniques assez extraordinaires. Donc on a rentré de nouvelles machines, nous. Les imprimantes 3D. C'est assez incroyable. Donc bientôt des crêpes Jacques Mus. Oui. On a parlé beaucoup de succès, des succès de French Dessert avec les crêpes au Nutella, avec Disneyland. Il y a aussi eu quand même des difficultés. On a commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure avec les gilets jaunes, tu m'as dit en 2018. J'ai envie de parler un petit peu d'un coup dur que tu as traversé en 2023, tu sais où je veux en venir. Où en 2023, on a un petit souci en électricité. Tu peux nous raconter un peu ce moment? Oui, enfin entre deux, tu as juste oublié le Covid. Il y a eu le Covid. Ouais, Covid-1, Covid. Comment tu as vécu le Covid? Je trouvais ça très injuste, puisqu'en fait, on a été considéré comme une entreprise non indispensable. Et nous sommes pâtissiers, et je vois qu'il y a eu beaucoup d'aide pour le monde de la restauration. Alors c'est marrant ce que tu me dis, parce que moi à l'époque du Covid, j'avais des copains boulangers, que tu as peut-être connus, qui avaient Bignou.
Et pourtant, ils étaient ouverts. Les boulangers, oui, mais moi, j'ai pas de clients, j'ai pas de magasin. D'accord, ok. Comme tu fais pas en direct, on a considéré que c'était pas utile. Et du jour au lendemain, j'ai jeté par exemple 2 tonnes d'œufs. À jeter carrément, tu pouvais même pas... Pour rien faire, j'ai plus. Du jour au lendemain, on vous dit, vous êtes fermé. Ok. T'avais eu droit à des aides aussi, y avait eu Après, j'ai fait un PGE, comme T'as beaucoup fait un d'entreprises, PGE, d'accord. bien sûr. C'est pour sauver la boîte. Tu l'as encore le PGE, tu l'as J'ai soldé? presque fini, on a presque fini. Donc ça, c'est très très compliqué, puis niveau moral surtout. C'est très pesant parce que t'as tes salariés qui viennent te voir, tu sais pas si tu vas t'en sortir, t'en sais rien. Mais ça, c'est un truc qui m'a fait mal parce que tu t'intègres pas. Du jour au lendemain, t'as le chef d'État qui prend des décisions. Moi, c'est plus que moi, mais monsieur, faut fermer. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait Tu l'as vécu un peu comme une injustice. Ouais, c'est dur. Puis pour mes salariés, c'était très compliqué, ouais. Donc ça, c'était très dur. Effectivement, pour les jeunes, pour revenir, là, il y avait des grèves. Donc du coup, comme nos clients sont anciennement en région parisienne, il n'y avait plus de camions qui se roulaient. Ça, c'était très compliqué. Ça a duré combien de temps? Parce que c'était un peu différent pour tout le monde. Moi, à l'époque, j'avais des clubs de sport. On a été fermé plus longtemps que certains autres commerces. Combien de temps, toi, ça a duré cette période, j'ai envie de dire, très sèche? Parce que t'as pu reprendre quand, toi? Pour les gilets jaunes? Non, pour le Covid. Le Covid, on a repris, je sais plus, je crois que c'est en mars. Je sais plus. Et tu as eu des difficultés du fait des jauges, parce que j'imagine que des parcs comme Disney pouvaient plus accueillir... C'était fermé, hein. Ouais, c'était fermé, mais à un moment, ils ont pu un peu réouvrir avec des jauges. Ouais, coup, mais forcément, ça a dû Disney changer. Disney n'est pas ouvert. Disney n'est pas ouvert. Non, je préfère arrêter, ça coûte plus cher. Il y a 20 000 employés sur Disney. Non, je restais fermé. Donc là, c'était très compliqué. Ouais. Et donc, ça s'enchaîne un peu. Alors ça c'était Gilets jaunes. 2019, tout va bien. 2019. Il se passe rien, c'est génial. En 2020, on voulait bosser. Paf, on démarre Covid. C'est ça. 2021, Covid 2. Et après, la crise de l'énergie. Et la crise de l'énergie. Et là c'est un gros coup dur. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu, mais... Oui, c'est très compliqué, puisqu'en fait, on a un contrat d'énergie qu'on n'a pas choisi tout seul en plus. Hein. C'est un fournisseur d'énergie qu'on a choisi avec l'aide d'un programme qu'on avait fait avec la région. D'accord. Moi, je sais Il datait de quand, ce contrat d'énergie? Tu te rappelles? Il datait juste avant Covid, pendant le Covid. Donc, c'était un contrat qui était avec une entreprise qui s'appelait Ipango. Donc, moi, je ne connaissais pas. Encore une fois, c'était des experts de la région en énergie, pas mal d'entreprises. Ipango est fermé par décret. On se retrouve de 80 000 à 515 000 euros d'énergie. 80 000 à 515 000. Ouais, le fournisseur de secours, nommé par l'État étant EDF. Pendant 8 mois, on n'a pas obtenu de facture. Justement, ça sert à rien. Et on reçoit la facture 515 000 balles. À payer immédiatement, bien sûr. Et là, c'est waouh. C'est le coup de trop, en fait. Ouais. Enfin, ça fait quand même 435 000 euros d'écart, quoi. Comment ils justifient ça, EDF? T'as eu des justifications? Non, j'ai posé la question. La personne m'a dit que c'était pas son travail de me répondre. Quand il t'arrive ça, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était un peu une série noire. Comment tu le vis? Pendant plusieurs nuits, tu dors plus. Je vis très mal. Tu stresses, tu sais pas comment tu vas t'en sortir. T'en sais rien. T'en parles aux salariés? Oui. Oui. Là aussi, je suis très ouvert avec mes salariés, ils savent tout ce qui se passe. Comment ils réagissent de leur côté? Ils ne comprennent pas non plus. Hein. Ils comprennent pas parce qu'on a plus de dépenses, puis c'est pas justifié. Combien Alors il y a des mots qui font mal. Quand on te dit que tu as dommage collatéral, ça fait mal. Je ne considère pas mes employés pour des dommages collatéraux, quoi. Je trouve ça violent comme message. Du coup, comment tu t'en sors? T'arrives à échelonner? Comment ça se passe? Quelle est la... Non, EDF refuse. D'accord. Un premier temps, EDF refuse. Et au bout du compte, grâce à l'aide de politique locale, notamment, on se retrouve à la table, EDF accepte et on trouve un accord. En fait, moi, j'ai jamais refusé de payer. Ce que je demandais, c'était l'État. D'accord, donc là, t'es encore en train de payer ça? Oui. T'as renégocié ton contrat après? Je suis plus chez EDF. Donc t'as toujours cette dette chez EDF, mais t'as changé de fournisseur d'énergie. Exact. Okay. Et tu t'es retrouvé avec des factures qui sont un peu plus normales? Mais c'est 5 fois moins qu'EDF.
Et c'est ça qui est fou, c'est que comment on explique d'un seul coup, bonjour, il y a 435 000 € d'écart entre mes factures d'avant et aujourd'hui, tu n'as pas de justification, tu changes de fournisseur et tu te retrouves avec des factures, certes supérieures par rapport à avant, mais qui sont quand même plus Ah là, normales. qui sont improbables. Là, c'était inapable. J'ai pas d'explication plus que toi. Il y a eu dans la presse ou n'importe quelle explication logique, en tous les cas, à mon goût. Moi, je sentais à l'époque d'un mépris des équipes. Et ça, c'est touchant, en fait. T'as senti un mépris des équipes? Comment Ouais, ça parce qu'avec l'équipe que j'ai construite aujourd'hui, je pense avoir une très bonne équipe de salariés. Ok. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est 42. 42. 42, et quand on se prend ça, on le méritait pas. Quand on en a bavé avec tout ce qui s'est passé avant. On reprend un peu d'oxygène, on fait tout le travail, et paf, ça nous retombe. Et aujourd'hui, moi j'ai la peur de ce qui peut arriver du jour au lendemain, quoi. C'est difficile du coup à prévoir parce que Aujourd'hui, on ne peut plus trop prévoir. Et puis c'est vrai que, comme on l'a dit juste avant, ça a fait beaucoup en peu de temps. Il y a eu les gilets jaunes, en disant petite année tranquille, puis on a le Covid, qui dure quand même 2 ans. On retrouve une année tranquille, crise de l'énergie. Donc c'est vrai que c'est un peu à chaque fois coup sur coup, quoi. les historiens ont eu une période, ils ont appelé les 30 glorieux, je sais pas comment ils vont appeler les 10 dernières années. Hein. Je sais pas comment ils vont appeler. Les 10 malheureuses peut-être. Je sais pas. Ok, donc là tu arrives à passer ça, vous arrivez à échelonner. Et maintenant tu poursuis un peu la croissance de French Dessert. Ça a retardé tout, ça a retardé les investissements, ça a retardé... parce qu'aujourd'hui, toute entreprise qui investit doit progresser. Et là, on pouvait pas. Mais maintenant ça y est, c'est reparti. Ça partit, oui. Et donc aujourd'hui, tu as des projets d'expansion, de ce que j'en ai trouvé, aussi vers l'Europe. On en parlait un petit peu à un moment. Voilà, ton but aujourd'hui un peu, c'est de partir sur la conquête de l'Europe, donc plus seulement le territoire national. Comment tu construis cette stratégie? Déjà, je veux rester uniquement par mécanique déjà pour l'Europe, puisqu'on travaille avec des chaînes d'hôtellerie, et chaînes d'hôtellerie qui sont internationales. Et mécaniquement, on va vers ces pays. Et pour arriver à ça, j'ai cru voir que tu avais un petit peu justement ouvert ton capital. Oui. J'ai ouvert mon capital après, en 2021, avec une banque qui avait le Crédit Mutual Equity. Comment ça se passe? C'est toi qui as l'idée, ceux qui te contactent? Comment ça se déroule un petit peu? Non, c'est eux qui nous ont contactés. Et ça a matché, puis voilà, ils nous ont aidés à développer. T'as pas eu peur, c'est une question qui revient souvent quand on ouvre son capital, t'as pas eu peur de perdre la main? Non, pas du tout. Non, honnêtement, c'est pas les cultures de Crédit Mutual Equity. C'est pas leur culture, c'est d'aider l'entreprise à se développer, voire avoir... Et donc ils arrivent, ils te disent voilà, on voudrait prendre des parts au capital et... Avec tout un projet. Voilà, donc voilà, explique-nous un petit peu ça, c'est quoi l'idée? T'avais déjà cette idée d'expansion peut-être? Oui, alors au départ, le projet French Dessert, peut-être qu'il s'appliquera un jour, c'est de prendre des pépites en région d'entreprise et le spécialiste du produit, le spécialiste du gâteau basque, le spécialiste du kouglof, le spécialiste de la tropézienne. Il y a pas mal de petites... Et faire un conglomérat, en gros, de petites PME avec vraiment un objectif de qualité. Sous une enseigne qui s'appelle les desserts français, mais de quelque chose comme ça. Ah oui, donc t'avais une idée de croissance externe, en fait, si je comprends bien, c'est ça. Tu voulais acquérir des petites entités spécialisées dans un produit. C'est ça. Et créer un espèce de groupe de la pâtisserie, mais en gardant l'ADN de l'artisan, finalement, de cette pâtisserie. C'est ça. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui la pâtisserie, alors, on trouve évidemment dans les magasins, dans les restaurants, mais on trouve dans la pâtisserie aujourd'hui dans les jardineries. On trouve la pâtisserie dans les aéroports. Il y a plusieurs lieux de vente. Et aujourd'hui, ce qui me plaisait, c'est de la pâtisserie à offrir et pas forcément à consommer. Quand on achète des macarons, c'est pas forcément pour les consommer. C'est peut-être pour faire à quelqu'un à la place des fleurs, à la place de quelque chose. Donc c'est ce qui me plaisait dans cette pâtisserie. Bon, aujourd'hui, c'est pas fait. Nous, ici, l'entreprise, on a un manque de place. On va y venir justement. T'as prévu, ça fait partie de tes projets, donc l'expansion européenne. T'avais cette idée donc pour l'instant qui est un petit peu mis de côté si je comprends bien. Et donc là, en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait un projet d'agrandissement. Oui.
Ah, c'est plus qu'un projet, celui-là, c'est... Là, c'est bien entamé. C'est bien entamé. Parle-nous-en un petit peu. Donc aujourd'hui, on a combien de surface ici? Ici, de fabrication, on a 2500 mètres d'atelier. Et là, l'objectif? On ne serait pas bien plus grand, c'est sur 3000 mètres, mais par contre beaucoup plus agencé. Puisque aujourd'hui, le site est sur l'ancien abattoir d'Angoulême. C'est toi qui as trouvé le site ou on te l'a proposé? Non, l'entreprise que j'ai rachetée était déjà sur ce site. Et on a besoin d'agrandir, d'avoir aussi, de monter en qualité et en obtention de certificats. Aujourd'hui, nous sommes ISO 22000. ISO 22000, c'est une norme qui assure la sécurité de tout ce qu'on fabrique. D'accord. J'aimerais IFS, c'est une autre marque donc, qui est International Food Safety, donc justement pour aller sur l'export un petit peu plus et voir d'autres clients. Et le site ici ne le permet pas. D'accord. Et ce déménagement, ça va impliquer peut-être aussi du recrutement? Oui. Ouais. Donc là, tu m'as dit 42. On est 42. Et vous avez l'objectif? J'ai pas d'objectif particulier, mais il est clair qu'à 10 ans, ça va doubler. Ouais. D'accord, donc déménagement, on double l'effectif. Oui. Et du coup, en chiffre d'affaires? Généralement, moi, en tant qu'Auvergnat, comme je suis par deux, on multiplie par deux. Voilà. C'est assez basique. Donc, chiffre d'affaires, on rappelle un petit peu, tu es à 6 millions aujourd'hui, donc l'objectif c'est 12 Un millions. peu plus. Donc, objectif 13 millions. Oui. D'accord, d'ici 10 ans. Génial, on te le souhaite, Michel. C'est très gentil. Et donc, dans 10 ans, objectif, donc on double l'effectif, le chiffre d'affaires, et c'est aussi donc des clients à travers toute l'Europe. Dans l'hôtellerie. Continuer la France, il y a encore beaucoup de choses à faire en France. On a comme beaucoup de choses à faire, et puis après développer effectivement l'export. Mais c'est pas une volonté aujourd'hui d'embaucher des commerciaux et partir à tout vent. C'est plus dans la production. Ouais, c'est juste par opportunité. Je veux pas progresser et mal servir nos clients. Je préfère d'y aller doucement. Comme j'ai la chance de pas avoir des groupes derrière qui me demandent des résultats plus... Comment ça se passe ta relation justement avec Crédit Mutuel Equity? Est-ce que tu as des retours à faire? Enfin, comment ça se passe quand un fonds comme ça vient au capital dans le cadre des projets Non, que tu as? on a des discussions, on discute des investissements, des programmes, des clients. Non. Mais il y a pas, je ne donne pas de limite à avoir, de pourcentage. Non. Eh bien écoute, en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir peut-être au micro d'ici 10 ans et de voir si on a fait le x2 de tous les côtés, ce serait génial. C'est top, c'est une belle conclusion. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment t'accompagner, Michel. Merci, c'est Vraiment, vraiment... c'était très agréable. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui aujourd'hui t'écoutent et qui peut-être ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou des choses comme ça, ou même tout simplement un conseil générique? Je te laisse clôturer cette magnifique interview, Michel. C'est très difficile de conseiller encore une fois, mais se dire, allez au bout de vos envies. Génial.